Bonjour, aujourd'hui on fait la dynamique des fluides. C'est la première partie. Il va y avoir une deuxième partie sur la dynamique des fluides là, qui concerne l'écoulement visqueux. Pour l'instant, on s'intéresse aux principes de base. On va voir là les phénomènes et puis les équations qui décrivent le mouvement des fluides à l'intérieur des tuyaux. Je vous rappelle que les fluides, ça peut être de l'eau, des liquides, mais ça peut aussi être des gaz. Et toutes les équations qu'on voit aujourd'hui peuvent s'appliquer aux liquides et aux gaz. La première chose dont vous voulez entendre parler, c'est le débit. Le débit, on va utiliser la lettre Q comme variable pour en tenir compte. Et le débit, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la vitesse d'écoulement du fluide en mètres par seconde à l'intérieur du tuyau. Et ça dépend aussi de la surface de l'aire transversale du tuyau. La section de surface transversale, c'est lorsqu'on coupe un tuyau perpendiculairement à la direction d'écoulement du fluide. On va se ramasser avec une section. Là, ici, c'est un tuyau cylindrique. Fait que ça nous donne une aire transversale qui est circulaire, mais on peut très bien avoir des conduits, par exemple, pour la ventilation, qui sont rectangulaires. Et à ce moment-là, on va avoir une section transversale qui est en forme de carré ou en forme de rectangle. Dans les deux cas, on appelle cette section-là A majuscule et il faut la mesurer en mètres carrés. Souvent, on va vous donner ça en pouces. Là. On va vous dire, c'est un tuyau avec un diamètre de 4 pouces, de 6 pouces. Il faut utiliser les équations là, pour aller chercher soit la surface d'un cercle ou d'un rectangle. Pour le cercle, vous le savez, mais je l'écris quand même, on a pi fois r carré, où r représente le rayon du tuyau, du diamètre du tuyau. Là. Si on vous donne plutôt à la place du rayon le diamètre, vous pouvez utiliser A est égal à pi d carré sur 4. Comme le rayon, c'est d sur 2, quand on place d sur 2 au carré, ça fait d carré sur 2 au carré qui donne un 4. Donc, vous pouvez aller chercher la surface de la section transversale d'un tuyau cylindrique avec cette équation-là. Vous la connaissez déjà, c'est un rappel simplement. La vitesse doit absolument être en mètres par seconde si on veut obtenir un débit Q en mètres cubes par seconde. Là, il ne faut pas se surprendre. Typiquement, les débits en mètres cubes par seconde, ça va être des petits débits parce que 1 mètre cube, c'est 1 tonne d'eau qui bouge à chaque seconde. Donc, un débit Q là, de 1 mètre cube par seconde, c'est un débit qui est excessivement grand, en tout cas pour un fluide. Là. Pour des gaz, c'est quelque chose qui est moins lourd. Là, et puis, on peut avoir ça dans des conduits de ventilation de grande dimension. Pour les fluides, habituellement, on a des débits qui vont être 0,000 quelque chose. Il ne faut pas se surprendre de ça, parce que le mètre cube par seconde, c'est une unité qui est excessivement grande pour des petits tuyaux, par exemple, de 3/4 de pouce ou d'1 pouce de diamètre. Là. Alors voilà, c'est comme ça qu'on calcule le débit. Au laboratoire, vous avez des débitmètres qui sont gradués en gallons ou en litres par minute, des trucs comme ça. On verra comment faire la conversion au laboratoire et dans les exercices. Il n'y a pas de secret. J'essaierai d'en faire un tout à l'heure avec vous. Ensuite, on vous donne une équation qui s'appelle l'équation de continuité. L'équation de continuité, très importante pour faire les devoirs. Là, on va vous poser des questions du genre, on met une buse. Une buse, c'est quelque chose qui va réduire la taille de la conduite, comme ce que j'ai ici. Là. On appelle ça aussi un étranglement. Quand on place un étranglement ou une buse sur le chemin de notre fluide, ça va automatiquement changer la vitesse parce que, et c'est écrit, dans le cas d'un fluide incompressible, c'est le cas d'à peu près tous les fluides avec lesquels on travaille, en tout cas tous les liquides avec lesquels on travaille. Pour ce qui est des gaz, là, ce sont des fluides qui sont compressibles. Souvent, on les utilise à des vitesses et à des pressions où le changement dans la masse volumique du fluide ne sera pas importante. Donc, on prend pour acquis que tous les fluides avec lesquels on travaille, même les gaz, si c'est pas tout à fait vrai, s'écoule dans un tube de section d'un uniforme. Le débit est constant. OK, c'est ça l'idée, là, c'est quand le fluide est non compressible, vous avez Q1 égale Q2 pour la section 1 et pour la section 2. Ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas de Y où le fluide peut se sauver. Donc, tout ce qui rentre par un côté du tuyau, même si le diamètre du tuyau rapetisse, on doit récupérer tout ce qui sort
dans la même quantité de temps. C'est pour ça que si vous avez un débit de 2 mètres cubes par seconde à l'entrée, il faut avoir un débit de 2 mètres cubes par seconde à la sortie. Rien ne se perd, rien ne se crée, et on traduit ça pour les fluides avec l'équation de continuité qui dit que Q1 égale Q2 ou que A1V1, la surface transversale multipliée par la vitesse dans la section 1, est égale à A2V2, la surface transversale de la section, qui est beaucoup plus petite ici, fois la vitesse du fluide dans l'autre section. Donc, on devine que V2 va être beaucoup plus grande pour que le débit soit constant. On va avoir une vitesse V2 supérieure à V1 parce que l'aire de la surface A2 est plus petite que la surface A1. Mais vous avez compris. J'ai un exemple simple qui est ici, je vous le montre, il est déjà résolu. C'est pas quelque chose de difficile ou de compliqué. J'ai pris un vieux ventilateur là, de microprocesseur que j'avais à la maison. Là, c'est des gros ventilateurs qu'on installe par-dessus les CPU qu'on veut overclocker parce que ça chauffe. Quand on augmente le voltage dans les microprocesseurs d'ordinateur pour pouvoir augmenter la vitesse, on génère beaucoup de chaleur parce que le courant est plus grand et le microprocesseur va chauffer là, en dissipant RI carré, là, la puissance dissipée. On utilise des gros ventilateurs dans ce temps-là qui vont pousser de l'air. J'en ai pris un beaucoup trop gros, là, avec... j'ai pas le bon diamètre en passant, là, j'ai pris 12 pouces, là, ce qui est exagéré, mais quand même. On vous demande quelle est la vitesse d'écoulement de l'air dans le fameux ventilateur Noctua NHD14 si le débit est de 92 mètres cubes par heure. Ça, c'est un débit qui est du bon sens, par contre. Là, c'est le vrai débit qui est inscrit sur la boîte. Vous remarquez que c'est pas des mètres cubes par seconde, mais bien par heure. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. Et on peut faire le calcul. Regardez, je l'ai fait pour vous ici. J'ai écrit Q est égal à 92 mètres cubes. Ça, c'est correct. C'est la bonne unité. Divisé par une heure. Ça, c'est pas correct. Et on change le une heure en 3600 secondes. On n'a qu'à diviser 92 par 3600 pour trouver 0,0255 et machin. Et ça nous donne un débit qui est relativement petit, là, dans les centièmes de mètres cubes par seconde. Ensuite, si on veut la vitesse d'écoulement, et c'est la question, il faut faire un calcul avec la définition du débit. Donc, on prend l'équation Q est égal à A fois V, et on va isoler V pour obtenir V est égal à Q sur A. Et on va chercher la section transversale. Ici, je l'ai à l'envers. J'espère que ça vous mêle pas, là. J'ai écrit V est égal à Q. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Et j'ai un 4 qui est en haut. C'est parce que l'air, c'est pi fois le diamètre au carré divisé par 4. Donc, quand on a un divisé en dessous de la barre de division, ça remonte au-dessus de la barre de division comme ça. On fait le calcul. Et moi, j'ai pris le 12 pouces qui est ici, là, et j'ai converti mes pouces avec 0,0254 mètres pour obtenir des mètres. Et ça nous donne une vitesse d'écoulement de 10,7 mètres par seconde. Ça, ce serait la vitesse maximale au centre. On va voir que les vitesses d'écoulement, là, dépendamment si on est en régime laminaire à des vitesses relativement basses ou en régime turbulent, des vitesses relativement élevées, va varier. Et on va avoir une vitesse qui est maximum au milieu. Ça, on fait semblant que la vitesse est à peu près pareille partout, là, mais dans la réalité, ce serait la vitesse là, probablement au centre, parce que sur les côtés, ça s'écoulerait un peu moins vite. Il y aurait peut-être des turbulences avant et après. Et clairement, ce serait la vitesse à l'intérieur s'il n'y avait pas d'obstacle, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici aussi. Mais en négligeant en fait beaucoup de choses, on se ramasse avec une vitesse de 10,7 mètres par seconde, qui a du bon sens, là. Une trentaine de kilomètres heure ou une quarantaine de kilomètres heure, ça a bien de l'allure. C'est pas quelque chose d'astronomique ou d'exotique. Maintenant, je dois vous parler du théorème de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli, c'est l'équation probablement la plus utile. Et on va faire des exemples avec le théorème de Bernoulli qui vont être mis en application au laboratoire, entre autres avec le Venturi. Le théorème de Bernoulli s'applique aux fluides qui sont en mouvement. Donc, c'est pour ça que je vous le présente maintenant dans le cours sur la dynamique des fluides, les fluides qui bougent. Si votre fluide ne bouge pas, il va vous manquer un bout du théorème de Bernoulli, mais ça peut fonctionner quand même. En général, on s'en sert pour des cas un peu plus compliqués où on a différentes sections dans notre tuyau. Regardez, ça, c'est une section de tuyau qui est verticale, ici, avec une vitesse qui va vers le haut.
Cette section-là est relativement basse en altitude par rapport à l'autre tuyau qui est plus haut et horizontal avec une vitesse V2. Et on va comparer 2 points dans le circuit hydraulique. Et pour faire cette comparaison-là, on utilise le théorème de Bernoulli. Tout ce qui est à gauche du signe égal se rapporte à la partie 1 du système hydraulique où je fais la comparaison. Et tout ce qui est à droite du signe égal se rapporte à la partie 2 du système hydraulique où je fais la comparaison. Vous pouvez appliquer le théorème de Bernoulli entre n'importe quel 2 points du système. Il s'agit d'avoir de l'information ou de chercher de l'information à un endroit dans le système hydraulique. Et il peut y avoir n'importe quoi entre les deux. Hein. C'est pas important qu'il y ait juste un bout de tuyau droit ou un coude. Peu importe ce qu'il y a entre les 2 points que vous comparez, ça fonctionne. Théorème de Bernoulli, c'est notre go-to, là, c'est notre outil qu'on garde toujours à portée de main et dont on peut se servir à peu près tout le temps dans les exercices, les devoirs, et des fois on l'utilise en conjugaison avec d'autres outils. Voyons comment ça marche. De chaque côté du signe égal, vous avez 3 termes. Ce sont les mêmes 3 termes à gauche et à droite. Le premier terme, c'est P1, la pression mesurée en pascal au premier point. Donc, dans notre cas, ce serait la pression qui régnerait dans le gros tuyau vertical qui est ici. Pour l'avoir, ça nous prendrait un capteur de pression, ou peut-être que c'est ce qu'on cherche, puis on la connaît pas. À ce moment-là, il n'y aurait pas d'instrument qui nous la donnerait. On la calculerait numériquement avec des chiffres. Et une calculatrice, je suppose, ou un ordinateur. Ça nous prend la vitesse aussi, V1 dans cette partie-là, qui va entrer dans le deuxième terme, 1/2 ρ, qui est la densité, ou si vous préférez, en fait, la masse volumique. Rho, c'est en kilogrammes par mètre cube. C'est la masse volumique du fluide à cet endroit-là. Techniquement, la masse volumique peut changer légèrement d'une place à l'autre, dépendant de la température ou des trucs comme ça. Nous, on va négliger la variation de masse volumique. Et si vous avez de l'eau au point 1 et de l'eau au point 2, ça va être le même rho pour la masse volumique à chaque endroit. Et vous voyez que j'ai pas écrit ρ 1 puis ρ 2. Comme c'est le même fluide, dans le même circuit fluidique, on prend la même masse volumique. Là, peu importe que le liquide est un peu chauffé ou qu'il soit un peu plus haut, là, ou un peu plus dense ou un peu moins dense, on néglige tout ça. Et honnêtement, ça fait pas grande différence. Donc, vous avez besoin de V1. Pour calculer V1, vous allez peut-être avoir besoin de A1, la surface transversale, et vous allez probablement avoir besoin d'utiliser l'équation pour le débit pour aller chercher la vitesse V1 si vous connaissez A et si vous connaissez le débit Q. Notez que l'équation de continuité s'applique quand même. On peut encore écrire Q1 égale Q2 en comparant le point 1 et le point 2 parce qu'il n'y a aucune intersection entre le point 1 et le point 2. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Et Q1 va être égal à Q2, donc A1V1 va être égal à A2V2. Donc, on peut peut-être aller chercher V1 si on connaît A1 et le débit ou un truc comme ça. L'équation de continuité reste valide et va complémenter le théorème de Bernoulli. Le dernier terme, c'est le terme pour la hauteur. Pour mesurer la hauteur H1 et éventuellement la hauteur H2, vous avez besoin d'un zéro, d'un point de référence. Vous pouvez placer ce point de référence-là, le zéro par rapport auquel on mesure la hauteur en mètres, où vous voulez. Une place intelligente et facile pour placer le zéro, c'est de le mettre à un des 2 points que vous comparez. Donc, moi, j'ai placé le zéro à la place de H1. Donc, on aurait H1 égale 0. Et le troisième terme du côté 1 tomberait à 0. On n'aurait même pas besoin de l'écrire. Donc, ça facilite l'équation et ça rend tout un peu plus propre et élégant. Par contre, pour le point 2, on a gagné de l'altitude et ça coûte de l'énergie de gagner de l'altitude. Donc, on va avoir à inclure dans le théorème de Bernoulli du côté droit H2 qui serait mesuré entre 0 et le milieu du tuyau numéro 2. Je répète, entre le point qu'on a défini comme 0 et le centre du tuyau 2. Je prends le temps de préciser le centre du tuyau 2 parce que des fois, la conduite, elle est très épaisse. Vous pouvez avoir des tuyaux d'aqueduc enfouis dans le sol qui mesurent 1 mètre, 1,5 mètre de diamètre. Donc, à un moment donné, là, quand on vient mesurer la hauteur ou la profondeur de ce tuyau-là par rapport au zéro, la question se pose, est-ce qu'on prend le bas du tuyau, le haut du tuyau, le milieu du tuyau, le 3/4 du tuyau?
La réponse, c'est on prend le centre. On prend le centre du tuyau par rapport au zéro qu'on a défini précédemment. Faites attention pour ne pas confondre P, la pression, et puis ρ, la densité ou la masse volumique. Les symboles se ressemblent, surtout à l'écrit. Vous voyez que ça intervient 2 fois ici. G, c'est 9,81, et puis on a fait le tour de tous les termes. De l'autre côté, c'est identique, mais à un autre point. Et généralement, il va y avoir une inconnue là-dedans qu'il va falloir isoler. Peut-être 2 inconnues, mais on va vous permettre d'utiliser l'équation de continuité tout le temps. Donc, vous avez 2 équations, 2 inconnues. On fait de la substitution et on trouve. Si vous vous demandez d'où vient le théorème de Bernoulli et WTF, qu'est-ce que ça fait, pourquoi qu'on écrit ça, qu'est-ce que ça veut dire profondément, rapidement, comme vous êtes dans un programme technique, on n'élabore pas là-dessus et on veut pas déborder. Là, on veut que vous utilisiez l'équation, que vous soyez performant, que vous la compreniez, mais pas nécessairement que vous soyez capable d'expliquer d'où ça vient. C'est le théorème de conservation de l'énergie. C'est la conservation de l'énergie entre le point 1 et le point 2. Si vous regardez comme il faut et que vous avez fait un peu de physique, vous allez reconnaître dans le 2e terme, du côté gauche et du côté droit, la forme 1/2 mv² qu'on utilise pour calculer l'énergie cinétique K d'un corps en mouvement. À la place d'avoir 1/2 mv², on a 1/2 ρ, qui est en kilogrammes par mètre cube, puisque c'est un fluide, mais la forme est la même, et on peut déduire qu'il s'agit d'une quantité d'énergie par mètre cube, par unité de volume. De l'autre côté, c'est la même chose. Pas de l'autre côté, pour les autres termes, c'est la même chose. ρGH, vous reconnaissez probablement le terme MGH pour l'énergie potentielle gravitationnelle d'un objet. Mais c'est la même chose, mais encore une fois, à la place du M, on a placé ρ pour le fluide, puisque le fluide ne possède pas une masse finie pour un morceau de fluide, parce que par définition, il y a un écoulement et puis il n'y a pas une forme fixe. On utilise ρ, la masse volumique, et puis il y a la pression, ça c'est nouveau, mais on peut facilement comprendre qu'il y a de l'énergie d'emmagasiner sous forme de pression. Là. Si vous avez de la force pour pousser sur la paroi d'un tuyau avec 200 kPa ou 30 PSI ou un truc comme ça, ben forcément, il y a de l'énergie emmagasinée là, il y a une capacité à accomplir un travail. Donc, ce sont tous des termes d'énergie et on dit que l'énergie totale dans le fluide au point 1 est égale à l'énergie totale dans le fluide au point 2. Donc, ça veut dire que si on gagne de la vitesse, ben il va rester moins d'énergie pour la hauteur puis la pression. Si on augmente la pression pour une raison quelconque, ben il va rester moins d'énergie pour la vitesse ou pour la hauteur. Donc, quand on fait monter un fluide en hauteur, on va se ramasser avec un fluide qui va moins vite ou avec un fluide qui a moins de pression, dépendamment. Il faut toujours garder en tête l'équation de continuité de ce qu'on a là, comme diamètre pour le tuyau. Je vous propose de faire un exemple rapide là, pour le théorème de Bernoulli. Je l'invente rapidement. Là, prenons un tuyau comme ça. Vous en avez un dans ce genre-là là, dans les exercices. Donnons-nous, par exemple, je ne ferai pas les conversions. Là, on va avoir 30 cm de diamètre ici. On va avoir une vitesse de, disons, 10 mètres par seconde ici. Et je voudrais calculer la vitesse du fluide à la sortie, dans la partie B ici, qui est beaucoup plus petite, avec un diamètre, disons, de 10 cm seulement, donc 3 fois plus petite. Et puis, je vais avoir une hauteur. Tiens, je vais prendre le 0 ici, comme ça, et on va se donner une hauteur H, assez grande, disons de 8 mètres de haut, comme ça, et on va donner la pression dans la partie 1, on va donner pression égale 1 ATM, 1 atmosphère. Donc, c'est la pression ambiante, normalement. C'est comme si le fluide n'était pas comprimé dans la partie qui est à gauche. Pour aller chercher la vitesse qui est ici, on va écrire le théorème de Bernoulli et on va écrire l'équation de continuité. On va voir ce qu'on a de besoin. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher aussi. Tiens, on va demander la pression, point d'interrogation. On va demander 2 choses à obtenir dans la petite partie. Je peux donner des noms à mes parties. Partie A, partie B du système fluidique. Et là, j'écris mes données. Premièrement, je peux aller calculer peut-être
les vitesses... Ah, ça prendrait la densité hein, aussi, j'ai oublié ça. Supposons qu'on a de l'eau. Donc, 1000 kg par mètre cube. Bon, mais ça marche. On va avoir PA plus 1/2 ρ VA carré plus ρ G fois H1 ou HA dans mon cas ici. Tout de suite, on voit que ça va donner 0. Donc, on pourra l'effacer parce que HA, la hauteur, c'est justement ma référence que j'ai choisie à 0. Et de l'autre côté, on va avoir PB, la pression au point B, plus 1/2 ρ VB carré plus ρ G HB. GHB, tiens, t'inquiète, c'est comme 3 lettres à mettre une après l'autre. Bon, on connaît beaucoup de choses. On connaît la pression au point A, 1 atmosphère. On va la mettre en pascal tantôt. On connaît la masse volumique ρ. La vitesse VA, on la connaît, donc les choses vont bien. Ici, ça tombe tout à 0, donc on a besoin de rien. La pression PB, on la cherche. Tiens, je peux peut-être la mettre en vert. On cherche PB. La vitesse VB, on la cherche aussi. Et puis, pour le reste, on connaît tout le reste. On a ρ qu'on connaît, ρ encore, G, on connaît ça. Et HB, c'est 8 mètres. C'est notre hauteur. Le problème, c'est qu'il y a 2 inconnus là-dedans. Là, il va falloir patenter quelque chose pour obtenir une de ces 2 inconnus-là autrement. Par contre, ça tombe bien parce qu'on a aussi l'équation de continuité. On a l'air au point A fois la vitesse au point A, qui est égale à l'aire de la section transversale au point B, fois la vitesse au point B. Donc ça, c'est l'équation de continuité. Et à l'aide de ces 2 équations-là, on devrait avoir assez d'outils pour aller chercher les 2 inconnus. Je sais que vous êtes capable de faire les mathématiques, mais je l'ai fait avec vous parce que ça amuse tout le monde, là, et puis on est curieux, on va avoir la réponse. Tiens, regardez, je vais monter la feuille un peu et je vais faire les maths en bas. Je vais commencer par l'équation de continuité parce que c'est la plus facile et puis c'est la plus efficace aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de calculs à faire. Nous, ce qu'on ne connaît pas, là, c'est VB. Et il y a des bonnes chances qu'on soit capable d'obtenir l'air A et l'air B assez facilement. Regardez, l'air A, ça va être avec le diamètre qu'on a, pi fois le diamètre, 0,3 au carré, divisé par 4. La vitesse A, ça va être 10 mètres par seconde, ça on la savait, est égal à l'air B, pi fois le diamètre, 0,1 mètre au carré divisé par 4, fois VB. Et par chance que j'ai pas perdu mon temps à aller calculer la surface A puis la surface B. Regarde tout ce qui s'annule. Pi d'un bord, pi de l'autre bord, 4 en bas, ça s'annule, toutes ces affaires-là. Pas de temps à perdre à tout calculer, ces trucs-là. Regarde bien, maintenant, on va isoler VB. Ça donne VB est égal à 0,3 au carré fois 10. Et puis là, il nous reste 0,1 à descendre en bas de la barre de division. Comme ça ici. On fait le calcul. Et puis, on cherche la réponse. 0,3 au carré fois 10 divisé par 0,1 au carré. 90. Ouh là, ça roule, hein? 90 mètres par seconde. Ça, c'est du fluide qui va trop vite. Mais bon, c'est un exemple inventé et ça semble être la... Je n'ai pas fait d'erreur de calcul, là. Non, tout est beau. On le voit sur l'écran de la calculatrice. 0,3 carré fois 10 divisé par 0,1 au carré. Bon, mais ça marche. Écoute, on a un fluide qui veut pas, va à 90 mètres par seconde. Ça fait du sens. Quand on regarde ça, finalement, là, on avait 30 cm de diamètre et puis on réduit ça à seulement 10 cm puis on avait déjà une grosse vitesse. Donc, ça a du bon sens. Hey, vous voyez que c'est pas linéaire, hein? On a un diamètre 3 fois plus petit. Puis c'est normal qu'on n'ait pas une vitesse 3 fois plus grande là, parce que la surface A est proportionnelle au rayon au carré et non pas directement au rayon. Donc, c'est normal là, qu'on n'ait pas quelque chose qui est linéaire. Fait qu'il faut faire attention là, de ne pas faire une règle de 3 ou une affaire de même. Là, faut vraiment venir chercher l'équation de continuité et travailler avec. Fait que bonne nouvelle, on a VB. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la pression. PB, je vais l'isoler dans le théorème de Bernoulli. Tiens, je vais garder ça ici. PB est à droite, donc je vais passer tous les termes qui sont à droite
vers la gauche, on va avoir PA plus 1/2 rho VA carré plus rien, parce que rho GHA vaut 0. Donc, on n'a rien à écrire ici. Ensuite, on va passer les deux termes de l'autre côté. Donc, je mets des moins. 1/2 rho VB carré moins rho GHB, comme ça ici. Et tout ça est égal à PB, la pression que je cherche. Là, c'est plus long à calculer, là, puis je pense que je vais vous laisser faire le calcul. On pourrait probablement grouper des termes là, et puis simplifier des choses si on voulait. J'essaie de regarder ça rapidement. Non, il n'y a pas tant d'affaires à simplifier. Il faut remplacer par des valeurs numériques. Donc, HB, c'est 8. G, c'est 9,81. Rho, partout, ça va être 1000. VB au carré, ben c'est ce qu'on a trouvé tantôt, 90. Donc, on va avoir 90 à mettre au carré. Rho, ça va faire 1000. 1/2, c'est 1/2. 0, c'est 0. VA au carré, c'est en fait 10 au carré. Rho, encore 1000. Et puis PA, on la donnait 1 atmosphère. Par contre, attention, hein, 1 ATM, c'est pas les bonnes unités. Et 1 ATM, c'est égal à 101,3 kilopascal. Donc, dans l'équation, il faut écrire en pascal. Donc, ça va nous donner 101,3 fois 10 exposant 3. Parce que kilopascal, le K veut dire fois 10 à la 3 veut dire 1000, comme dans kilomètres. Et puis là, on remplace. Et puis, on trouve la valeur numérique de PB. D'après vous, est-ce qu'on va avoir une pression qui est plus grande au point B ou plus petite au point B? La question se pose, hein? Est-ce qu'on va avoir une pression plus grande ou plus petite? Faut faire le calcul. Des fois, on peut le savoir facilement quand c'est à l'horizontale, mais des fois, c'est difficile de le deviner. Ça, c'est un cas où c'est plus difficile parce qu'on n'a pas seulement un paramètre qui change. Quand on a seulement le diamètre du tuyau qui rétrécit ou seulement la hauteur qui change, des trucs comme ça, on peut deviner ce qui se passe. Mais quand il y a de multiples choses qui bougent en même temps, comme par exemple le diamètre du tuyau qui est plus petit et la hauteur qui change et la pression qui sera pas pareille et la vitesse qui est pas la même, ah ben là, si vous êtes capable de deviner sans faire de calcul, bravo. Vous êtes meilleur que moi. Là. Moi, je me fais pas confiance quand il y a plus qu'un paramètre qui change. Je fais les calculs à chaque fois. Alors voilà, il y a un cas particulier là avec le Venturi qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo, mais je coupe celle-là tout de suite. Là. Soyez certains d'écouter l'autre, surtout avant de venir au laboratoire, parce que au laboratoire, avec les mini-usines, là, on va travailler avec le Venturi et vous voulez avoir un aperçu théorique de comment ça fonctionne. C'est pas sorcier, il s'agit d'appliquer l'équation de Bernoulli. On regarde ça dans la prochaine vidéo.